Nous allons enregistrer cette session. Je vais faire tout d'abord une première présentation et après je vous donne la parole et on commence avec la discussion, le débat. D'accord. Donc l'idée, c'est bienvenue tout le monde à cette dernière séance, ce dernier webinaire appartenant au projet Knowledge Alliances for Urban and Peri-Urban Mobility with Gender Perspective, qui se déroule grâce au financement de la AMEB, qui est la région métropolitaine de Barcelone, chargée de la gestion des transports et des infrastructures dans l'ensemble de la région métropolitaine de Barcelone. Et aussi pour le Centre d'études africaines et interculturelles d'ici de Barcelone. L'idée de ces projets, tout d'abord, et de ces webinaires, est de créer des espaces de dialogue et d'échange et de collaboration entre des acteurs et des chercheurs locaux, tant africains comme barcelonais, spécialisés sur la gouvernance urbaine, et aussi de réfléchir sur le domaine de transport, des infrastructures et des mobilités, et plus particulièrement sur le rôle des femmes en tant qu'acteur, mais aussi en tant que des usagers, mais pas en y réfléchissant sur le rôle passif, mais plutôt le rôle actif, comment elles façonnent en tant que collectif avec des particularités et des usages, des appropriations particulières ou spécifiques, comment elles façonnent aussi la domaine du transport dans les différentes villes. Le premier des webinaires était consacré à la ville de Kampala, au Ouganda. Le deuxième a eu lieu ce mardi, était consacré à la ville de Dar es Salaam en Tanzanie. Et finalement, le dernier de ces webinaires, qui sont plutôt de séances de travail ouvertes, est consacré à la ville de Ziguinchor, par rapport aux autres deux exemples, de Kampala et Dar es Salaam, on pourrait dire qu'il s'agit d'une ville moyenne avec quelques particularités que, bien sûr, seront discutées au cours de cette séance. L'objectif, en fond, est de créer des alliances pour travailler sur la gouvernance démocratique de villes, mais aussi de préparer un panel une proposition de panel qui est en cours de préparation avec le chercheur invité ou les acteurs invités pour le prochain congrès ibérique d'études africaines qui aura lieu à Barcelone en janvier 2025. Et bien sûr, Joseph, pour le reste, on vous tiendra au courant si vous êtes toujours intéressé à y participer. Donc, pour cette dernière séance, nous avons avec nous Joseph Samba Gomis, le docteur Joseph Samba Gomis, que je vous remercie encore votre participation et votre disponibilité. Il est docteur en géographie urbaine et aménagement de l'espace à l'université. Il travaille, il est chercheur à l'université à Saint-Sec de Ziguinchor, si je ne me trompe pas, et aussi membre du laboratoire géomatique de l'environnement. Et il va nous présenter pour cette séance, il va nous parler de l'étalement urbain et rôle des transports informels dans le processus d'intégration des périphéries urbaines de Ziguinchor, le cas de Moto Jakarta. C'est très intéressant parce qu'en fait, le problème, entre guillemets, de mototaxis a été soulevé plusieurs fois, à plusieurs reprises au cours de ce séminaire pour les trois villes. Donc, il s'agit en fait d'une question en débat, en discussion dans plusieurs pays africains. Donc, on vous remercie. Je vous donne la parole, Monsieur Gomis. Merci encore et bienvenue. Bonjour à tous et à toutes. À l'entame de mes propos, je tiens tout d'abord à remercier le comité d'organisation, mais remercier également Madame Torres qui m'a sollicité pour co-animer cette session. Je me présente, je m'appelle Joseph Samba Gomis, je suis docteur en géographie urbaine et en urbanisme, chercheur au laboratoire d'environnement et de géomatique de l'Université de Ziguinchor, chercheur également au GRDR Nombre Sud de l'URD de Paris. Je suis en même temps conseiller technique au ministère de l'Urbanisme,
des collectivités territoriales et de l'aménagement du territoire du Sénégal. Donc, bref, et ma communication s'intitule ainsi: étalement urbain et rôle des transports informels dans la commune de Ziguinchor, l'exemple des motos Jakarta, dans le processus d'intensification des périphéries urbaines. J'ai préparé un diapositive, je ne sais pas si je peux le partager ou pas, ou je peux faire la présentation de façon Oui, orale. bien sûr. Je vous donne l'autorisation. Je vous mets comme euh, co-animateur. Attendez. Voilà, maintenant. Oui. D'accord, je disais que ma présentation s'intitule étalement urbain et rôle des transports informels dans le processus d'intégration des périphériques urbains. Le plan qui a été proposé est le suivant. Nous avons en l'introduction, suivi de la présentation de la zone d'étude. Ensuite, nous avons la méthodologie, la discussion et les résultats de discussion, et nous allons la conclusion. Oui. Donc, en guise d'introduction, nous pouvons dire que la progression rapide des espaces urbains est devenue un fait planétaire. Donc, l'urbanisation de la planète se présente depuis la fin du siècle dernier comme un phénomène irréversible. Et c'est en Afrique que le phénomène est plus impactant, qui est causé par l'exode rural, la croissance démographique, les guerres civiles et entre autres. Et à l'instar des villes africaines, le Sénégal n'est pas épargné de cette situation. Elle est confrontée à une croissance urbaine d'une forte intensité qui croît de façon assez dynamique. Nous avons moins de 2 millions. 2 millions en 1988, 4 millions en 2002, 6 millions 500 en 2013. Et cette situation a amené l'évolution rapide des villes de plus de 10 000 habitants, passant de 6 en 1955, 31 en 1981, 43 en 2002, 50 en 2007 et 100 en 2019. En 2019, cette poussée démographique n'est pas corrélée à une planification de la croissance de la ville. Et à l'instar des villes sénégalaises, la ville de Ziguinchor, cadre géographique de notre zone d'étude, fait face et confrontée aussi à une urbanisation d'une forte intensité. Depuis les décennies 70, 80 et 90, avec un taux d'urbanisation de 51,1%, qui est supérieur à celui du moyen national, qui est de 47,9%. Cette poussée démographique de la ville de Ziguinchor a amené un étalement urbain. Et cet étalement urbain 3 400 hectares en 1966 à 4 450 hectares en 2012, entraînant ainsi la création de plusieurs quartiers dans des zones impropres à l'habitation. Quand on dit zones impropres à l'habitation, on fait allusion à des zones qui sont créées dans des bas-fonds, dans des zones inondables, les rizières, etc. Et ces quartiers façonnés dans des zones impropres à l'installation humaine, sans autorisation préalable ou sans plan d'urbanisme, occasionnent des difficultés. Ainsi, le milieu urbain est déficitaire en matière d'infrastructures de base, sociales de base, et les habitants de ces quartiers éloignés du centre-ville où se trouve la presque totalité des services sont obligés de subir les contraintes de mobilité les plus fortes. Les conséquences de cet étalement urbain prennent une double forme. D'abord, la nécessité de parcourir des distances importantes pour accéder aux équipements et aux emplois, mais aussi le coût d'utilisation des difficultés et problèmes multipliés aux infrastructures de transport. Oui. Pour remédier à cette situation, Si. ouais, pour remédier à cette situation, en réponse à cette situation, les populations ont intégré depuis 2011 les motos Jakarta pour faciliter la mobilité des personnes marginalisées par les transports collectifs, etc. Ce nouveau mode de transport s'est intégré dans les habitudes des populations, dans les habitudes de la population et constitue pour les femmes, notamment, le moyen le plus rapide et le plus fiable pour leur déplacement. Ces nouveaux modes de transport, ces motos Jakarta, non seulement mettent en péril la vie des femmes, parce que à cause de l'insécurité routière, à cause des vols par arrache et entre autres.
voire même des piétons, mais aussi entraîne des nuisances esthétiques sonores et olfactives. Et de ces constats découlent les questions suivantes. De ces constats découlent les questions suivantes. Quels sont les facteurs d'émergence? Quels sont les facteurs d'émergence de développement des motos Jakarta dans la ville de Ziguinchor? Quel est le rôle de ces moyens de transport dans la réduction de la pauvreté dans le processus d'intégration des périphéries urbaines? Quels sont les problèmes engendrés par ces motos Jakarta? Et au début de cette étude, nous avons formulé des objectifs. Et l'objectif principal visait à analyser les facteurs d'émergence ainsi que le rôle des motos Jakarta dans le processus d'intégration des zones périurbaines de Ziguinchor. Et derrière cet objectif général, les objectifs spécifiques qui sous-tendent cette étude sont les suivantes. Montrer les facteurs d'émergence et de développement des motos Jakarta, analyser le rôle des motos Jakarta dans la ville des populations urbaines de Ziguinchor, et enfin évaluer l'impact de ces motos Jakarta, leurs incidences. Et avant de commencer de présenter les résultats, nous allons présenter la zone d'étude. Le Sénégal est l'un des pays les plus avancés de l'Afrique de l'Ouest dans l'océan Atlantique. Elle est localisée entre 12 degrés et 17 degrés de la latitude nord et 11 degrés et 18 degrés de la longitude ouest. Quant à la ville de Ziguinchor, elle est située au sud-ouest du Sénégal, à 65 km de son embouchure sur l'océan Atlantique et à 450 km de Dakar. Elle est localisée entre 6 degrés 17 de la longitude ouest et 12 degrés de la latitude nord, avec une altitude moyenne de 19,30 mètres. Elle est limitée au nord par le fleuve Casamance qu'on voit au sud. Au nord par le fleuve Casamance, au sud par les deux au sud par la commune de Niaguis et au nord, à l'est et à l'ouest par les deux marigots. Donc, nous avons adopté une méthodologie pour atteindre les résultats. Et ça consiste d'abord par faire une revue de la littérature pour cerner de manière formelle et informelle, de manière formelle, tous les travaux ayant un rapport direct et indirect avec notre thématique. Nous avons effectué aussi des visites exploratoires qui nous ont permis d'être en contact direct avec les femmes, mais aussi avec les usagers et les producteurs de moto Jakarta. Nous avons effectué des enquêtes qualitatives. 6 lieux de stationnement de conducteurs de moto Jakarta ont été choisis. Ont été choisis. Mun nga dem, dama jàpp. Voilà. 6 lieux de stationnement ont été choisis. Et dans chaque lieu, on a pris 15 conducteurs. Le total a donné 95 personnes enquêtées. Nous avons effectué aussi des enquêtes qualitatives que nous avons adressées à la direction de la voirie, à la direction de l'aménagement urbain, à la perception municipale, à certains structures et aussi à des usagers. Et cette méthodologie nous a permis d'avoir les résultats suivants. Dynamique spatiale et démographique et facteur d'apparition des motos Jakarta. Et ce qu'on peut voir, dans ce diagramme, nous pouvons voir que en 1886, la population urbaine de Ziguinchor s'élevait à 600 habitants. Et c'est à partir de 1970, que la croissance a commencé à flécher. Et de 1970 à 2012, nous avons vu que la population s'est multipliée par 3. Et cela a entraîné un étalement spatial. Cet étalement spatial a amené un rallongement des périphéries entre le centre urbain et les villes, d'où le recours à des motos Jakarta. Et dans cette carte, nous pouvons voir, l'étude que nous pouvons faire de cette carte, nous pouvons voir en rouge foncé, en haut, tout en haut, en rouge foncé, là, c'est les limites communales, les limites de la ville en 1914. La ville s'est levée en rouge foncé. Et en 1950, on a le rouge, la couleur rouge un peu dégradée. Et dans les années 70, là où je parlais, là où l'extension a commencé, dans les années 70, on a vu aussi ces dégradés. Et on a passé de 4 quartiers à 16 quartiers. Et dans les lotissements de 1992 à 90, allant jusqu'en 2012, nous avons vu que la ville de Ziguinchor a été saturée. C'est en ce moment qu'on a occupé les zones non aedificandi, les zones inondables, les bas-fonds, les rizières, etc. Entraînant ainsi les constructions se font de façon à tout assumer. Et les quartiers sont inaccessibles et ces quartiers sont caractérisés par une absence d'infrastructures de base, des conditions d'insalubrité très avancées et des conditions de vie pénibles. Ainsi, l'extraction spatiale s'est faite sans prendre en compte la dimension des besoins de déplacement des populations.
vivant en marge de la ville, provoquant ainsi l'éloignement d'un nombre important de citadins entre l'espace périphérique et le noyau urbain. Ainsi, se déplacer dans la ville de Ziguinchor est devenu un véritable problème et amène les populations à autoproduire leurs services de transport urbain, les mototaxis. Ces mototaxis Jakarta permettent de desservir les populations marginalisées par les transports formels. Ici, nous avons l'exemple de Moto Jakarta. C'est un arrêt où on voit comment les gens se sont et les usagers sont de l'autre côté. Donc, du coup, en sorte. Et ces motos Jakarta jouent un rôle important dans le processus d'intégration des périphériques urbains. Parce qu'à cause de leur adaptabilité territoriale, les motos Jakarta accèdent à tous les endroits de la ville en acquérant deux fonctions essentielles, se déplacer librement et celle de prendre part aux activités urbaines. Parce qu'il faut comprendre que dans la ville de Ziguinchor, il y a ce qu'on appelle un urbanisme monocentrique. Et quand on parle de l'urbanisme monocentrique, c'est-à-dire un urbanisme où l'essentiel des activités, des services, des moyens de communication, etc., sont concentrés au niveau du noyau urbain. Et il existe un mishmash entre le noyau urbain bien aménagé et la périphérie qui est mal aménagée. Donc, du coup, il faut noter. Et ainsi, les motos Jakarta permettent à ces populations qui sont enclavées d'accéder à tous les endroits de la ville. Et aussi, les motos Jakarta constituent un apport important dans l'offre de la mobilité. Elles sont souples, flexibles, peuvent accéder à tout, partout et sont disponibles. Et d'après nos enquêtes de terrain, nous avons constaté qu'il existe plus de 7000 motos Jakarta circulent dans la ville de Ziguinchor et plus de 150 000 dans l'étendue du territoire sénégalais. Oui. Maintenant, de plus, les motos Jakarta permettent aux populations qui habitent dans les quartiers qui sont impénétrables, et quand je parle d'impénétrabilité, je parle d'inaccessibilité, où la vague urbaine est assez réduite ou complètement submergée en période estivale, c'est-à-dire en hivernage, surtout d'avoir la possibilité de se déplacer pour vous vaguer à leur occupation. En effet, quel que soit l'état chaotique des routes, les chauffeurs de moto Jakarta trouvent l'ingéniosité de les pratiquer en aidant les résidents d'éviter un isolement urbain. Donc, du coup, on peut dire que les motos Jakarta assurent un service qu'on appelle porte-à-porte, permettant à tout citoyen d'aller là où il veut, quand il veut. Cela se traduit par une accessibilité généralisée de tous les coins et recoins de la ville, quels que soient les quartiers. Et aussi, en dehors de cette fonction de déplacement, les motos Jakarta constituent une source d'emploi pour les jeunes. En dépit de desservir tous les coins de Ziguinchor, les Jakarta jouent un rôle d'amortisseur social et permettent aux populations, aux jeunes de la ville de Ziguinchor de s'y réfugier au moment où l'économie dite conventionnelle suffoque. La ville de Ziguinchor étant confrontée à un taux de pauvreté très élevé et à un taux de chômage élevé aussi. Ces jeunes, par exemple, dans ce diagramme, dans ces deux graphiques, on peut faire deux lectures. La première lecture qu'on peut faire, c'est que 25% ont eu des études supérieures. C'est-à-dire soit sont titulaires de bac, de licence ou de master. Mais c'est à cause de la pauvreté qu'ils ont. Et ce travail, on les appelle l'économie de débris. C'est-à-dire la débrouillardise. Donc, on les classe dans les activités informelles, en quelque sorte, l'économie informelle. Et l'autre chose qu'on peut faire, c'est que ces motos Jakarta sont conduits par des jeunes. 75% de la population, 75% des conducteurs de motos Jakarta ont entre 15 et 32 ans. 32 ans. C'est la lecture qu'on peut faire du deuxième diagramme. En 15 et 32 ans. Maintenant aussi, on peut faire aussi encore une autre lecture. C'est-à-dire que il y a aussi des pères de famille qui s'adonnent à cette activité. Il y a des pères de famille qui s'adonnent à ces activités. Parce que lors de nos enquêtes de terrain, il y a deux pères de famille que nous avons rencontrés. Et l'autre, quand je me permets de reprendre ses propos in extenso, c'est-à-dire, il nous a dit, je suis obligé de conduire les motos Jakarta d'un voisin
pour avoir 7 000 francs par jour. 7 000 francs par jour, tout en sachant que 1 euro égale 650 francs CFA. Donc, 7 000 francs CFA par jour. Je lui verse 2 500, il verse 2 500 au propriétaire. Je lui verse 2 500 de recettes qu'il me demande chaque jour. J'achète de l'essence et je garde le reste pour subvenir à mes besoins. Un autre ajoute, c'est avec l'argent que je gagne avec les motos Jakarta que j'arrive à subvenir ma famille. Donc, en dehors des jeunes, il y a des pères de famille aussi qui s'adonnent à cette activité pour subvenir à leurs besoins familiales. Et selon le directeur de la Chambre des métiers de Ziguinchor, il nous a dit que les motos Jakarta constituent une source d'emploi pour les jeunes, bien qu'étant formel, parce que ce n'est pas encore formalisé dans la ville de Ziguinchor. Voilà, ça c'est le mode d'organisation. Et là, le truc qu'on peut faire, il existe 2 types de modes d'organisation. Par exemple, nous avons les stationnements fixes qui sont créés dans chaque quartier avec un chef d'arrêt qui réglemente la prise des clients qui se fait à tour de rôle pour éviter les querelles. Mais aussi, il y a des stationnements improvisés qui se font partout devant les domiciles des personnes, à chaque coin de rue. Donc, ce qui amène à modifier l'esthétique urbaine de la ville de Ziguinchor, Voilà, l'activité des motos Jakarta s'organise autour de 2 types d'acteurs, conducteurs propriétaires ou conducteurs employés, ou 2 types d'exploitation qu'on appelle l'exploitation directe et l'exploitation indirecte. L'employé travaille 7 jours sur 7. Pour le premier conducteur propriétaire ou conducteur, l'employé travaille 7 jours sur 7 et verse 3 500 au propriétaire, ce qui fait 25 000 par mois. Ce type de contrat informel concerne 10%. Et l'autre type de contrat, l'employé travaille du lundi au vendredi et verse 2 500 ou 3 000 francs par jour. Et le samedi et le dimanche appartient à l'employé. Ce qu'il faut comprendre, j'ai ma moto Jakarta, je vous la confie, vous, Torres, vous conduisez, vous devez me verser 2 500 francs chaque jour. Maintenant, vous pouvez avoir 10 000, 15 000. Le problème, si vous me versez 2 500, le reste vous appartient. Et vous travaillez du lundi au vendredi. Le samedi, vous me versez. Le samedi et le dimanche, vous ne versez pas. Tout ce que vous gagnez le samedi et le dimanche vous appartient. Mais vous du lundi au versez du lundi au vendredi, vous me versez du lundi au vendredi, du lundi au dimanche, 3 500 ou 2 500 ou 3 500 par jour. Et chaque fin du mois, je vous paye 25 000. Mais ce sont ces 2 types de contrats, qui existent au niveau de la ville de Ziguinchor. Et dans ces 2 diagrammes montrent les gains des conducteurs et aussi les gains des propriétaires des motos Jakarta. Donc, ce que chaque personne gagne journalièrement. Donc, c'est juste ça. Vous pouvez avancer. Et aussi, on note la concurrence déloyale avec les mototaxis. Donc, parce que les prix sont plus accessibles. En plus, les motos Jakarta accèdent à chaque partie des coins de rue. Parce que ce qu'il faut noter, c'est qu'à Ziguinchor, il y a de fortes inondations. Et en période hivernale, les gens ne peuvent pas accéder dans les quartiers dits informels. Donc, du coup, les motos Jakarta accèdent là-bas et prennent les personnes pour les amener dans les villes. Donc, ça entraîne une concurrence déloyale avec les transports formels. Et c'est ce que j'expliquais, parce que les Jakarta accèdent à tous les coins et recoins de l'espace urbain et périurbain. Les prix sont flexibles parce qu'il n'y a pas de prix fixe. Je te dis, je parle dans tel lieu, tu me dis 500 francs, je te dis non, j'ai 200, on discute, on tombe d'accord, je monte et je pars. Donc, les prix sont flexibles en fonction des distances. Donc, les prix ne sont pas fixes, les prix sont flexibles en fonction des distances. Tout la convoitise de la population de Ziguinchor. Et c'est très utilisé par les femmes parce que dans cette partie de la ville, les femmes s'adonnent à la plupart à ce qu'on appelle l'agriculture urbaine, périurbaine, à l'élevage, etc. Et les grands marchés où on peut écouler leurs produits se trouvent au niveau du centre-ville. Donc, le moyen de transport le moins cher et qui est accessible à eux, ce sont les motos Jakarta. Donc, les femmes utilisent le plus les motos Jakarta
pour aller en ville et écouler leurs produits. Donc, cet état de fait, cet état de fait entraîne une baisse des chiffres d'affaires des taximans, causant ainsi des conflits entre ces deux modes de transport. Outre la concurrence déloyale, outre la concurrence déloyale avec les taxis, on note des problèmes d'insécurité routière, d'insécurité routière dans la circulation urbaine, car les acteurs sont relativement jeunes et inexperts, parce qu'il n'y a pas de permis, il n'y a pas de permis de conduire. Donc, du coup, Torres, tu peux venir aujourd'hui, tu as 300 000, les motos Jakarta coûtent 300 000, à peu près 200 euros. Tu achètes ta moto et tu es chauffeur. Hein? Donc, Oui. ouais, donc c'est fini. Il y a aucune démarche à faire. Donc, chacun peut être conducteur. Il suffit juste d'avoir de l'argent ou d'économiser un peu de l'argent et acheter sa moto, on est conducteur. Donc, les conducteurs sont extrêmement jeunes, il n'y a pas de formation, il n'y a rien. Donc, ce qui entraîne des insécurités routières. À un certain moment, hein, voilà, l'absence de permis de conduire que j'ai expliqué, il y a aussi une négligence totale des conducteurs. Et à un certain moment, les autorités ont établi le port exigé de taxes pour tous les usagers dangereux à 2 roues. Mais cette mesure n'a pas été respectée. Les chauffeurs, il y a aussi les chauffeurs ville à vite allure et ne respectent pas le code de la route. Donc, ce qu'on appelle une négligence totale. Par exemple, en 2020, selon les données acquises à l'inspection médicale régionale de Ziguinchor, on a dénombré 800 cas d'accidents. 800 cas d'accidents liés aux motos Jakarta, dont 150 ont été mortels. 150 ont été mortels. Et là, c'est un exemple là. Cette photo est une parfaite illustration des accidents mortels, d'où on voit des accidents mortels, d'où l'on voit. Et en dehors de cela aussi, on peut noter aussi la pollution sonore. Cette pollution sonore est due à des bruits générés par des échappements. Les échappements sont modifiés et sont non réglementaires. Autre chose aussi, les conducteurs se mettent à klaxonner à n'importe où, n'importe comment, sans oublier la musique qui est allumée à n'importe quelle heure de la journée. Donc, du coup, ce qui dérange les gens. Nous avons aussi la pollution de l'air avec le dégagement de monoxyde de carbone qui se dégage du moteur des engins qui bourdonnent dans les rues de la ville de Ziguinchor. Cela est dû à l'achat d'essence de contrebande. Au lieu d'aller acheter de l'essence au niveau des stations, ce sont des essences, des essences qu'on voit dans les coins de la rue, etc. Et des essences qui ne sont pas très propres pour l'utilisation. Donc, ce qui entraîne un certain dégagement de fumée, etc., de monoxyde de carbone. Donc, en guise de conclusion, nous pouvons dire que cette étude cherchait à analyser le rôle des motos Jakarta dans le processus d'intégration des périphéries urbaines de la ville de Ziguinchor. Toutefois, l'approche analytique, descriptive et méthodologique qui a été adoptée nous a permis d'aboutir à des conclusions intéressantes et à des hypothèses qui ont été formulées. Nous pouvons dire que les moyens de transport informels et artisanaux, les motos Jakarta, sont apparus dans la ville de Ziguinchor vers les années 2011. Et on investit actuellement tous les coins, et on investit actuellement tous les coins de la ville, de Ziguinchor et recoins. Les Jakarta sont aujourd'hui incontournables, dans le transport, dans la mesure où elles constituent un excellent moyen de transport, de mode de transport, indépendant de la distance et de la zone. En plus, elles constituent un véritable amortisseur social en engageant beaucoup de passagers, notamment les femmes, pour l'écoulement de leurs produits et entre autres. Ces motos permettent à des milliers de jeunes de trouver des emplois au moment où l'économie dite conventionnelle suffoque. Et permettent à ces jeunes de se considérer comme de vrais transporteurs. Elles jouent un rôle important dans le processus d'intégration de la périphérie urbaine, permettant les populations qui habitent dans les zones périphériques de pouvoir rallier la ville.
Cependant, au-delà des divers problèmes liés au service des taxis de moto Jakarta, surtout en raison de la des problèmes, nous pensons que la reconnaissance par les autorités et la reconnaissance par les autorités est, est l'objectif et l'obligation aussi de faire une réglementation s'avère nécessaire. Et nous suggérons aussi, pour satisfaire la demande, la forte demande de mobilité des politiques publiques, peine à couvrir en milieu urbain. Maintenant, nous suggérons qu'on soit prises les mesures suivantes. D'abord, identifier toutes les motos Jakarta de la ville de Ziguinchor, ainsi que les motocyclettes à deux roues, ainsi que les motocyclettes à deux roues, avec des plaques, mais faire des plaques d'immatriculation, parce que j'ai oublié d'énoncer quelque chose. Il y a les vols par arrache. Parce que du fait que les motos Jakarta ne sont pas identifiés, donc lorsque les vols par arrache, donc tu marches et les gens qui sont dans les motos Jakarta arrachent ce que vous avez et vous n'avez pas de plaque d'immatriculation pour pouvoir identifier celui qui l'a fait. C'est pour cela que nous avons suggéré euh, mettre, mettre des plaques d'immatriculation, former aussi et encadrer les conducteurs de moto Jakarta doivent être formés et encadrés. Mettre aussi, par exemple, un code de la route des motos Jakarta et les former pour les permis de conduite. Mettre en place des licences et des permis de conducteur pour les acteurs et de ces derniers à souscrire à une police d'assurance. À une police d'assurance pour que lorsqu'ils se blessent ou etc., de pouvoir se soigner. Mais aussi sensibiliser ces acteurs, c'est surtout les usagers. Parce que les personnes, les gens de Ziguinchor n'aiment pas porter le port de casque. Donc, surtout sensibiliser les gens sur le port de casque et de gilets lumineux dans la nuit. Sur ce, je vous remercie de votre aimable attention. Maintenant, s'il y a des questions, elles sont les bienvenues. On pourra échanger sur la question du genre parce que je ne l'avais pas préparé. Et comme au fait, ces temps-ci, je suis trop débordé, je ne pouvais pas reprendre la communication et intégrer. Donc, du coup, j'ai prévu, par exemple, dans les perspectives ou dans les discussions, de pouvoir Hmm. échanger sur les questions de genre et sur d'autres questions. Ok, merci, aucun souci. Merci beaucoup, Joseph, pour cette présentation si détaillée. En plus, c'est que j'ai aimé particulièrement le profil, la description, le profil de Jakarta Man qu'on a. Moi, je veux travailler à Ziguinchor, notamment avec le Clando plutôt. Oui, Qui, Alexandre, je connais bien. voilà, qui est un transport tout à fait différent. Mais nous avons un collègue dans l'équipe ici à l'Université de Barcelone qui a fait sa thèse sur le Jakarta et notamment sur le mouvement politique que je vous demanderai davantage à ces propos après. Donc, si vous voulez aussi qu'on vous mette en contact, ça sera super Il n'y a pas de d'avoir souci, il n'y a votre pas de souci, je suis disponible. perspective. Et Si vous c'était très... avez, Si, si vous avez des chercheurs qui travaillent à Ziguinchor et qui viennent souvent à Ziguinchor, vous pouvez me hmm. mettre en contact, je suis disponible parce que je suis souvent à l'Université de Ziguinchor pour dispenser des cours. Ah, Mais super. oui, je suis basé à Dakar comme que je suis conseiller technique au ministère, donc du coup, je passe plus mon temps à Dakar qu'à Ziguinchor. Mais je suis habitant de Ziguinchor, j'habite à Ziguinchor parce qu'ayant né à Ziguinchor et ayant grandi à Ziguinchor. Donc voilà, si nous avons une petite équipe qui travaille à Ziguinchor sur plusieurs thématiques, donc c'est super d'être en contact. Euh, et ce que j'ai aimé particulièrement, c'était, je disais, cette profil, description de profil des Jakartaman, qui sont des chauffeurs de Jakarta, que bien sûr, on a tendance de répéter qu'ils sont très jeunes, que la plupart, ils n'ont même pas fini l'école, qu'ils ont laissé arrêter le collège ou qu'ils ont arrêté le lycée pour conduire. Il y a un peu toujours cette rumeur, un peu ce profil, le stéréotype de Jakartaman et cette idée de Jakartaman. Et c'était super de voir un peu avec des données fiables et approfondies quel est vraiment le profil de Jakartaman. Et ce qui m'a surpris et moi particulièrement, c'est que c'est 25% qui ont des études supérieures.
Mhm. En fait, c'est nous dit quelque chose à propos de la situation de chômage de l'emploi, notamment des jeunes à Ziguinchor en particulier, et que je dirais qu'il n'est pas si différent de ce qui arrive ici dans des villes européennes, dans des villes du Nord, entre guillemets, euh, où la plupart, où on a beaucoup de livreurs, la plupart avec des vélos, mais aussi en moto de livreurs avec des applications telles que Glovo, Uber Eats, etc., des applications de livraison. Et la plupart, le profil, c'est assez similaire. C'est des jeunes pour la plupart. Et il y en a pas mal qui ont des études supérieures aussi. Donc, nous avons un peu cette chose à comparer qu'on a tendance à dire que le phénomène de Jakarta ou de mototaxi est un phénomène notamment, Non, oui. juste une chose, Hmm. peut-être le profil est similaire, mais il faut l'analyser différemment. Non, tout à fait, tout à fait. Oui, Mais différemment. Quand je parle d'analyse différemment, je fais allusion, par exemple, à Ziguinchor, les gens le font pour survivre. Parce que ils ne le font pas par choix, parce que nous savons bien, parce que les motos de Jakarta, c'est une activité de débrouille. oui, tout à Et c'est fait. une activité de débrouille où les gens entrent là-bas juste parce qu'ils n'ont pas eu de travail. Et puis, c'est un peu compliqué. Donc, du coup, les gens sont là-bas en attendant de voir quelque chose. Par exemple, moi, j'ai des collègues avec qui, parce que Hmm. j'ai eu mon master à l'Université de Ziguinchor. Après, j'ai fait une co-tutelle, une thèse de co-tutelle entre l'Université Paris 1 de Prodic en France, Hmm. Oui. Paris 1 Panthéon Sorbonne en France et l'Université de Ziguinchor. Donc, du coup. Mais j'ai des amis avec qui j'ai eu le master et qui Hmm. sont actuellement ils ont eu le master et ils n'ont pas eu de travail, donc du coup, ils se sont lancés dans la conduite de moto Jakarta. Oui. Oui, et c'est juste, sur le parc, ils te disent, j'ai déposé partout, j'ai pas eu de travail. Donc du coup, pour ne pas rester les bras croisés, je m'adonne à cette activité en attendant de trouver quelque chose. Oui. Bon, dans ce sens, je vous dis que le profil avec les livreurs dans des villes européennes n'est pas si différent. C'est-à-dire la plupart, c'est Oui, oui, par des gens rapport avec ces profils que, bon, en attendant que quelque chose de mieux sorte, Mhm. ou se débloque en quelque sorte. Il trouve dans ces activités un espace d'un peu de se débrouiller en Mhm. attendant quelque chose de mieux. Mais c'était très intéressant. Et aussi, bon, pour venir déjà, ou arriver déjà à la question des spécificités de femmes, euh, je pense que vous avez déjà décrit, noté quelques idées, quelques lignes. Mhm. D'abord, quelque chose qui est sorti au cours de trois séminaires, c'est la différence ou les besoins spécifiques ou particuliers des femmes liés ou relevant de la singularité de leur déplacement. Vous avez nommé, vous avez parlé de cette agriculture urbaine à laquelle pas mal de femmes s'y consacrent comme activité complémentaire pour la Mhm. plupart pour obtenir quelques revenus. Moi, j'ajouterais peut-être quelque chose qui est assez caractéristique des villes européennes, qui est le déplacement lié aux soins, accompagner des gens à l'hôpital, accompagner les enfants, etc., n'est pas si présent dans les villes africaines, parce que, bon, pour la plupart, les enfants, ils se débrouillent un peu tout seuls. Mais bon, Mhm. il y aurait aussi un peu, on pourrait dire, ces déplacements, mais pas au même niveau, dans un cancan. Après, le déplacement pour faire des courses, avec euh, la dépense quotidienne, c'est fait d'aller au marché, faire des courses et après arriver à la maison pour préparer, etc. Et aussi, moi, je travaillais un tout petit peu avec le commerce Banabana, ces Mhm. commerces Anabana, informels, si, si. où le Jakarta font aussi ont un rôle assez intéressant, pas uniquement pour déplacer des passagers, des personnes, mais pour déplacer de marchandises toutes seules. Marchandise, c'est ce que j'ai expliqué.
Voilà, donc que ça c'est très intéressant, c'est qu'il permet le Jakarta, en quelque sorte, que peut-être si vous pouvez développer un peu plus dans ces sens, c'est ne pas, c'est qu'ils peuvent il permet d'accéder à certains lieux, certains endroits périphériques où le taxi, le Tata, les bus interurbains, etc., non, n'arrivent pas. Ou même pour le cas du taxi, moi, quand j'habitais à Ziguinchor, j'habitais à Goumel et en hivernage, aucun taxi accédait ou acceptait d'entrer parmi les routes qui ne sont pas pavées. Ouais. Parce qu'en hivernage, bien sûr, C'est l'un des quartiers voilà. C'est des Ouais. anciens pour les gens qui nous suivent, qui ne connaissent pas Ziguinchor. Le quartier de Goumel, c'est des anciennes rizières. Donc, c'est un quartier qu'en hivernage, pendant la période de pluie, est complètement inondé, ou presque complètement inondé. Et il y a pas mal de taximans, donc pour ne pas dire la plupart, qui rejettent d'y accéder. Parce qu'en plus aussi, l'état des véhicules n'est pas le meilleur, comme en plus, si en plus il doit se mettre dans cet espace qui n'est pas pavé, donc ça devient compliqué. Et c'est en fait le Jakarta qui permet d'accéder à ces endroits, mais aussi permet de garantir le déplacement des marchandises entre quartiers, parce qu'il y a pas mal de Jakartaman qui font cette fonction de livraison, pas uniquement de déplacement de passagers, mais aussi fonction de livraison. Et si peut-être si vous pouvez développer un peu plus, si vous avez travaillé sur cela, un peu les fonctions, le type de déplacement qu'ils font le Jakarta, par rapport aussi ces différentes activités sont notamment portées par des femmes, comme le cas de commerce entre quartiers, ce commerce banabana, voire même l'agriculture urbaine, si vous pouvez développer un peu plus cette idée-là à partir de vos enquêtes. D'accord. OK. Avant de répondre aux questions, je tiens à préciser qu'un de mes collègues est sur la ligne. Donc, du coup, Bienvenue. Merci. Karim Kebe, il est spécialiste en tout ce qui est transport urbain. Donc, du coup, il pourra Super. apporter aussi des éclaircissements parce que je l'avais invité pour qu'il puisse assister à ce séminaire. Donc, j'ai eu Super. j'ai eu à faire une étude. Bonjour à tous. Merci et bienvenue. Merci. OK, j'ai eu à travailler, et l'article est disponible même sur le net. J'ai eu à travailler sur le thème suivant, environnement urbain, occupation informelle des abords par les petits métiers de rue. Donc, Hmm. j'ai eu à développer aussi l'exemple des motos Jakarta sur ça. Donc, ce qu'il faut comprendre par rapport, comme vous connaissez les bana, donc comme je l'avais expliqué, donc du coup, dans les quartiers périphériques, mais on enlève Goumel parce que c'est un quartier nanti. Donc, la majeure partie des gens qui habitent donc, ont un certain niveau de vie. Donc, du coup, mais si on prend les quartiers, comme vous connaissez Ziguinchor, les quartiers comme Kandialang, Kandialang Est, Kandialang Ouest, Nema 2, Hmm. Kenya, Yabir, etc. Donc, dans ces quartiers, donc, ce sont des populations. La plupart de ces populations ne sont pas issues de la ville de Ziguinchor. Donc, ce sont des populations qui ont migré d'autre part par le conflit casamassé. Donc, ce sont des populations de conflit casamassé qui sont migrées, et ces populations donc, dans cette partie, la majorité des populations vivent avec ce qu'on appelle l'économie de débrouille. Donc, le commerce informel, les petites activités de survie, l'agriculture périurbaine et surtout le commerce d'anacarde. Oui. Oui, surtout le commerce d'anacarde. Donc, du coup, la plupart des déplacements qui se font, ce sont des déplacements intra-urbains, donc de la périphérie vers le centre urbain. Et comme je l'ai dit, c'est pour évacuer les activités de commerce, les produits cultifs, mais aussi, comme vous le dites, les activités qu'on appelle bana. Parce qu'avec les Luma qui se font au niveau de la frontière, Oui. de la frontière de Kanten, Domingo. de Sal Domingo, etc. Donc, la majorité des populations qui habitent là-bas vont là-bas et achètent des produits qu'ils reviennent vendre au niveau du marché Bukot ou du marché Escale. Donc, du coup, c'est ce. Et en allant vers Sal Domingo, ce sont les motos Jakarta qu'ils prennent parce que des fois c'est pas l'achat ne se fait de manière informelle.
avec les motos Jakarta qui connaissent les circuits informels pour acheter et revenir au Sénégal. Donc, la majorité des femmes utilisent ces modes de transport et c'est ce même mode de transport qu'on utilise pour acheminer les produits au niveau du centre urbain. Donc, l'essentiel de ces moyens de transport sont utilisés pour la plupart par les femmes. Oui, Oui. tout à fait. Et il faut aussi prendre la considération ethnique au niveau de ces quartiers, la considération ethnique aussi au niveau de ces quartiers. Il y a une ethnie qu'on appelle l'ethnie Mandeng. Et dans cette ethnie, et c'est l'ethnie majoritaire au niveau du quartier de Néma 2. Et au niveau dans cette ethnie, c'est qu'il y a une particularité. Et c'est la tendance est que ce sont les femmes qui ont tendance à beaucoup plus travailler que les hommes. Donc, ce sont les femmes qui détiennent l'activité principale de survie de la famille. Donc, et ces femmes, ça donne à presque tout ce que j'appelle activité économique, activité de survie. En un mot, l'économie de débrouillage, ce qu'on appelle l'économie de survie. Oui. Et, bon, vous avez mentionné le conflit qui est en Casamance, même si on n'en parle pas directement ou on n'en fait pas de recherche directement sur cela, il est toujours présent en quelque sorte. Voir aussi comment le conflit, bon, plutôt l'arrêt du conflit ou le fait qu'on signe les accords de paix, bon, cette paix qui n'est ni paix ni, ni conflit, un peu, C'est ce que je veux dire. Parce que jusqu'à présent, il n'y a pas une paix définitive. C'est pour cela voilà. la situation reste mitigée. Oui, on dirait une pacification. C'est pour cela qu'on parle de pacification. Ouais. Et dans les écrits, jusqu'à présent, on préfère dire que le conflit a démarré en 1982 et jusqu'à présent. Ce qui fait Oui, que le conflit perdure presque 42 ans. oui, tout à fait. En Mais attendant, il y a des accords, mais il n'y a pas encore une paix définitive. oui, Voilà. mais bien sûr, mais cette paix qui n'est pas définitive, mais cette pacification surtout des entourages de Il y a cette Ziguinchor. pacification et il y a le retour des populations. Il y a certaines Voilà. populations avec les villages qui étaient abandonnés, certaines populations qui ont en train d'effectuer le retour. Voilà. Et comment, en quelque sorte, cette pacification, je parle notamment a permis cet étalement urbain dont vous parliez. Je parle notamment de quartier de Kenya, Ouais, ouais. Ah, cet d'accord. Pour secteur expliquer. qui touche la forêt de Givelo. Et voilà, tous ces quartiers que jusqu'à il y a quelques années, pas tellement d'années, Oui, ne pouvaient pas être habités oui. à cause de cette tension qui était toujours présente. Donc, D'accord. comment cela, un peu si vous avez travaillé sur ces rapports? C'est ce que j'ai expliqué avec la carte que j'avais fait, la carte que j'avais montré que j'ai fait l'analyse diachronique de la ville de Ziguinchor. Parce qu'il faut savoir, le conflit a démarré en 1982. Donc, jusqu'à 1970, l'étalement se faisait de façon encadrée. Oui, L'étalement se faisait de façon encadrée avec une planification urbaine. Et il y avait un plan directeur d'urbanisme de 1982 qui est caduc depuis 2004. oui, L'étalement urbain se faisait de façon unidirectionnelle vers le sud, à cause des obstacles physiques. Parce que à l'est et à l'ouest de la ville de Ziguinchor, là, il y a le marigot de Djibélor et le marigot de Boutout. Et au nord, il y a le fleuve Casamance. Donc, la ville ne pouvait s'étendre que vers le sud. Et c'est pour cela qu'on parle d'étalement urbain unidirectionnel dans un sens. Maintenant, vers les années 70, il y a ce qu'on appelle, ça coïncide avec les sécheresses des années 70, les politiques d'ajustement structurel, et si on avance la dévaluation du franc CFA et tout ce qu'on veut. Mais aussi, il y a la détérioration du niveau de vie des ruraux, qui a engendré une migration intra-urbaine, une migration rurale urbaine, ou on peut l'appeler aussi l'exode rural. Et cette migration, et cet exode rural a été, le rush de ces populations vers la ville a été intensifié par le conflit Casamance avec l'abandon de plusieurs villages.
Mm. Donc, je n'avais pas prévu cette section. Sinon, j'ai des chiffres importants que j'allais mettre au niveau de la présentation avec des croquis, des diagrammes, etc. Parce que j'ai eu à faire cette présentation l'année passée en France, où Mm. euh, où je parlais de, comment dirais-je, c'était intitulé en urbanisation et enjeux fonciers dans un territoire en conflit armé. L'exemple Oui. de la ville de Ziguinchor, où faisais allusion de l'urbanisation, comment la ville de Ziguinchor s'est urbanisée en rapport avec le conflit armé de la ville de Ziguinchor. Et c'était chiffré et tout, en Mm. rapport, c'est ce qui a causé les changements fonciers, etc. Mais actuellement, je ne peux pas donner des statistiques, ouais, parce que Aucun souci, mais c'est juste signaler un peu ces j'avais fait le, processus, voilà. oui, Ouais. j'avais fait le focus sur les motos, sur les transports informels avec l'appui des motos Jakarta. Mais il faut comprendre, c'est avec l'abandon des villages et lorsque les villages sont abandonnés, en ce temps-là, les quartiers qui se situaient vers 1987, 88 jusqu'à 89, ces quartiers n'existaient pas. Ouais. Oui. Donc, c'est à partir des lotissements de 1990 que les gens ont commencé à habiter ces quartiers. Et les populations qui venaient s'installer au niveau des marges de la ville, au niveau des périphéries urbaines, Mm. sans lotissement, sans rien. Et dans ces quartiers, ce qu'on remarque, c'est que les gens ont précédé le lotissement. Et pour Oui. cela, c'est ce qui fait que la majeure partie de ces quartiers sont informels. Nous pouvons citer l'exemple de Nemade, l'exemple de Kowada, l'exemple de Kanjalang. Et jusqu'à présent, dans la ville de Ziguinchor, même si les quartiers sont lotis, il y a des poches informelles au niveau des Oui. quartiers, des poches informelles. Même à Bukot, au niveau du centre-ville, on retrouve des poches informelles, des poches informelles. Le Oui. quartier, le quartier dans sa globalité peut être formel, mais à l'intérieur, là, il y a des poches par-ci, par-là-bas, par-ci, par-ça, qui sont informelles. Donc, Oui. cela s'explique parce que les gens sont venus habiter avant Mm. que l'aménagement se fasse. Voilà. Et pour finir, de petites. Bon, il est à où Bon, il était en ligne, hein, je ne sais pas s'il est toujours en ligne. Ah, je sais pas Docteur si, Kep, mais si, Docteur n'hésitez Kep, si pas. vous êtes en ligne, si vous pouvez apporter quelques Voilà, éclairs. n'hésitez pas à apporter, hein. Ouais. Voilà. Bon, je pense que je Bon, peux. il était en ligne, hein, il avait même passé le bonjour, je ne sais pas parce que je l'avais invité. Oui. Je ne sais pas s'il était. il- Parce que lui, il est spécialiste des transports, des mobilités, il travaille sur les questions de genre aussi, mais précisément à Dakar. Il est chercheur à l'UQAT, donc je ne sais pas s'il est toujours en ligne, s'il peut apporter des Je sais éclaircissements. pas, nous avons Goudiaby. Euh, Je vois aussi, Goudiaby aussi, c'est ton collègue ici à l'université de voilà. Dakar, au ministère de l'Urbanisme. Voilà, bienvenue. Mais bon, je pense que lui, il est parti. Ah, Oui. voilà, nous avons ici un nouveau. Sinon, de toute façon, je voulais aussi vous demander si vous pouvez ajouter aussi davantage, et n'hésitez pas à ajouter le reste d'invités, du public, un peu le rapport entre vous avez parlé de la concurrence entre Jakarta et Taxi, qui est bien évidente, Ouais, il a avec conclu des un points de déloyal. conflit assez chauds à quelques moments, et notamment du haut. Je me rappelle 2015, 2016, 2017, j'étais là, c'est devenu compliqué. Mais aussi avec d'autres alternatives de déplacement comme le minibus Tata, en fait, Ouais, ouais, le euh, ministre qui Dakar. est implanté à partir de Ouais, ouais, 2014. Un peu ouais. quel est le rapport? Moi, ce que j'ai vu, c'est que ce qui est intéressant, c'est que ces nouvelles alternatives de transport avec le financement public, Mhm. euh, public ou privé, mais bon, avec une apportation importante de financement de l'État, ils ont tendance à avoir de nouvelles normatives, de nouvelles régulations par rapport aux bagages qu'on peut transporter, etc. Mhm. Mais qui sont présentés comme plus modernes, entre guillemets. Mais cela fait difficile pour les femmes, par exemple, qui viennent du Luma ou bien qui vendent de poissons, notamment le Tata, apparemment, il ne permet pas de transporter des animaux vivants ou certains produits, certaines marchandises, normalement. Mais à la pratique, c'est en régulation que le Tata n'applique pas ou le chauffeur de Tata n'applique pas. Et comment elle se fait cette concurrence ou quelle est la relation entre eux, si vous pouvez.
décrire davantage, ou bien le collègue qui sont aussi en ligne, un peu cette relation entre le Tata et le Jakarta, et qui sont Bon, sortis plus ou moins au même moment. non, c'est deux modes de transport différents parce que les Tata ont Ouais. un circuit direct et bien tracé. Bien tracé. Donc, les Tata, en majorité, n'entrent pas au niveau des quartiers, en profondeur du fait de l'accessibilité, etc. C'est pour cela qu'il y a cette concurrence. Cette Mm. concurrence, les Jakarta accèdent à n'importe quelle partie de la ville et sont accessibles à tout moment. Par exemple, les Tata, il y a eu cours de telle heure à telle heure. Tandis que Ouais. les Jakarta, c'est 24 heures sur 24. À tout moment de la journée, à toute heure, vous pouvez les prendre. Donc, ce qui entraîne c'est une concurrence déloyale avec les Tata, avec les taxis, parce que les Jakarta sont considérés comme informels. Mm. Parce que les Tata, les taxis sont des moyens de transport formels. Sont des moyens de transport formels. Donc, c'est ce qui entraîne cette concurrence déloyale entre les deux. C'est pour cela qu'on dit concurrence déloyale, c'est parce que c'est pas loyal. Parce que si ces deux étaient formels, on parlerait de concurrence loyale. Mais là, c'est une sorte de concurrence déloyale. Oui, mais par contre, je me souviens quand j'étais, bon, en 2017-2018, ils ont implanté un système de licence pour de Jakarta, pareil à celle de taxi. C'est vrai que, bon, le système existait. Je ne sais pas s'il existe toujours parce que depuis 2020 que je n'ai pas été à Ziguinchor. Je ne sais pas s'il existe toujours, mais je suis bien consciente qu'il a jamais été appliqué comme il le Jusqu'à faut présent. parce que personne ne payait les frais de licence. Mais il y a aussi ces essais de régularisation de Jakarta, c'est vrai, non? Oui, il y a des essais de régularisation, mais jusqu'à présent, la régularisation n'est pas totalement mise en place. Parce qu'il y Hmm. a cette notion de passe-droit qu'on peut utiliser. Et je peux prendre l'exemple de Bourdieu qui utilise cette notion de passe-droit et qui, dans passe-droit, il met en place, il insère l'arrangement, la corruption, tout dans ce système de passe-droit. Et c'est ce que Anania Roy, un des chercheurs anglais, considère comme l'informalité politique qui a été développée par Marie Morel. Donc, et Ouais. quand informalité politique, donc du coup, c'est ce qui se passe à Ziguinchor. Donc, je viens, je vois ce qu'on sans papier même, mais Hmm. arrivé au niveau de la circulation, lorsqu'un policier m'attrape, je mets de l'argent en main et je continue, et je continue, je continue. Donc, c'est ce qu'on dit l'informalité politique qui subsiste là-bas au niveau des moyens de transport informels. Oui. Mais voilà, je ne sais pas si peut-être vous-même ou bien l'un de Et, vos et collègues puis, depuis le ministère, un peu comment sont approchés ces essais de régularisation bon, bon, au niveau du Sénégal, il y a une différence. Je ne parlerai pas de. Il y a Hmm. une dichotomie entre le ministère de l'Urbanisme qui se charge seulement des questions urbaines, à savoir la planification, l'urbanisme prévisionnel qu'on appelle la planification et l'urbanisme opérationnel, mais aussi les politiques et pratiques appliquées à la ville. Mais aussi, il y a la direction des infrastructures qui s'occupe de tout ce qui est transport, mobilité, etc., entre autres. Donc, ce n'est pas comme dans les autres pays où on intègre la question de mobilité dans la question de l'aménagement urbain. Hmm. Oui. Et alors, je ne sais pas si, bon, ces essais, s'il y a de projets de régularisation au-delà de ce qui a été déjà appliqué, parce que au moins pour le cas de Ziguinchor, en plus, il y a eu un mouvement politique de Jakartaman aussi très fort, au moins dans certaines années 2017-2018. Oui, oui, il y a ces mouvements, mais tous ces mouvements ne sont pas formels. Donc, du Ouais. coup, parce que ce qu'il faut comprendre, ce que nous appelons l'activité formelle, en réalité informelle. En réalité, il y a une organisation au niveau, il y a une organisation qui se fait. On les appelle formelles. Et pour comprendre cela, il faut lire Karine Ben Alpha. Hmm. Il dit au niveau des activités informelles, ce que considérons comme informel, à l'intérieur n'est pas formel. Parce qu'il y a, Hmm. c'est bien organisé avec des liens familiaux, un réseautage, etc. Donc, ce que je vais expliquer au niveau des modes d'organisation, il y a des stationnements fixes qui est bien réglementé par le chef de gare, qui permet les chauffeurs de moto, les conducteurs de moto Jakarta de prendre
les usagers de prendre les motos Jakarta à tour de rôle pour éviter les querelles. Donc, à Hmm. l'intérieur, c'est bien organisé. Même au niveau des activités, c'est bien organisé. Oui, oui, allez-y, allez-y. Ouais, même au niveau des activités, c'est bien organisé. Mais toute cette organisation n'est pas formelle. Jusqu'à présent, on considère ces activités comme informelles. Maintenant, il y a d'autres chercheurs qui préfèrent le terme ou le concept de transport artisanaux. Oui, Ouais, ouais, parce qu'il y a ce débat aussi. Transport informel, transport artisanal, les transports informels, les transports artisanaux. Donc, jusqu'à présent, il y a cette dichotomie entre plusieurs oui, c'est chercheurs. débat. Ouais. Il y a même maintenant, on parle de transport populaire dans certains. Mais ouais, de transport populaire, de transport non conventionnel. Ouais, Mais, pour essayer d'éviter de dire informel. Donc, oui, mais bon, de toute façon, tout- y a-t-il quel est un peu le rapport, vous que vous faites partie en tant que conseiller, ou bien aussi d'autres de vos collègues de cette partie plus d'administration, ministère, etc. Quels sont les dialogues un peu entre ces organisations, même si elles sont informelles ou elles ne sont pas dans la règle ou d'autres organisations? Quel est un peu le dialogue, si y a-t-il un dialogue en quelque sorte? Non, au niveau national, je ne sais pas, sincèrement. Mais au niveau communal, par exemple, ce que je sais que l'ancien maire qui a démissionné récemment, qui est le premier ministre du Sénégal, Oui. oui, M. Ousmane Sonko, avait convoqué les chauffeurs de taxi Jakarta pour essayer de voir quelle stratégie mettre en place pour la réglementation. Parce que Mm, j'avais, dans ma présentation, vous avez vu les statistiques, mm, les statistiques, rien que si on prend de 2011 à 2020, nous avons noté presque mm. 800 accidents, dont les 150 ont été des accidents mortels. Donc, le cas était très alarmant. Donc, il y avait Oui. convoqué pour essayer de faire une régularisation des mototaxis. Maintenant, je ne sais pas là où, qu'en est-il de la situation. Est-ce que ça a été approuvé récemment ou pas? Parce qu'avec les problèmes politiques qui existaient au Oui, Sénégal, bien sûr. donc, du coup, c'est un peu compliqué. C'est un peu compliqué. Mais néanmoins, je suis en train de voir comment réactualiser, parce que les données que j'ai présentées datent de 2023. Donc, ce sont les données de 2019 qui ont été réactualisées en début 2023. Donc, en 2024, ça nécessite aussi des réactualisations encore. Ok, super. Bon, pour ma part, je ne sais pas si quelqu'un parmi l'audience veut ajouter quelque chose ou poser quelques questions. Bon, si ce n'est pas le cas. Sinon, si vous-même, Joseph, voulez ajouter quelque chose. Non, euh, pour moi, c'est bon s'il n'y a pas de questions, parce que s'il n'y a pas de questions, c'est bon. À part vous dire que par rapport au colloque que vous parlez en début janvier 2025, après vous pouvez m'envoyer les termes des références pour voir, parce que oui. je viens souvent. Normalement, je dois être au mois de septembre à Paris pour participer à un atelier sur les villes intelligentes. Ok, Au- super. à Bon, bien sûr, on vous tiendra à au courant. D'accord. Donc, du coup, c'est comme ça, si j'ai le temps, je pourrais pas faire une présentation. Oui, on vous tiendra au courant de cette Et proposition et voir si... n'oubliez pas aussi de me mettre en rapport avec vos collègues qui travaillent sur la ville de Ziguinchor. Comme ça, même si je ne suis pas là-bas, je pourrais les mettre en rapport avec des collègues chercheurs ou des collègues enseignants-chercheurs de l'université. Oui, bien sûr, elle a déjà déposé sa thèse depuis, mais elle a travaillé sur les Jakarta Ziguinchor. Elle était là en 2015, entre 2015 et 2018, plus ou moins. Et après, il y a moi que je travaillais notamment avec le Calando, mais qui sont un modèle tout à fait différent au Jakarta. Et bien Mhm. que informel aussi, bien sûr, Mhm. mais c'est un modèle tout à fait différent. Et aussi, je ne sais pas jusqu'à quel point ils vont continuer ou ils vont subsister certaines routes. Au moins, ils sont un peu dans un galère, quoi, le moment.
Bon, donc s'il y a pas d'autres interventions ou questions, on peut donner cette deuxième séance par finie. Je vous remercie bien sûr, Joseph, pour votre intervention et bien sûr, on reste en contact D'accord, il n'y euh, a pas de pour plusieurs activités. Nous espérons en tout cas que celle-ci soit la première de futures collaborations D'accord. entre l'Université de Barcelone et l'Université de Ziguinchor ou vous-même. Et je pense en fait que nous avons fait démarrer la signature d'une convention entre les deux universités. Donc, peut-être là, ça va faciliter les choses en tout cas. D'accord, Mais il n'y en a tout pas de cas, on reste en contact et nous D'accord. espérons J'espère nous que la collaboration rencontrer sera en janvier fructueuse. 2025. Excusez-moi, oui? J'ai dit, j'espère que la collaboration, je pense qu'elle sera fructueuse. Oui, bien sûr. Donc, D'accord. merci beaucoup et merci tout le monde. Muchas gracias por asistir a esta darrera trobada. Oui, S'il vous dites-moi. plaît, et si je peux avoir l'enregistrement après par Oui, mail? bien sûr, on va vous le faciliter. Je pense que vous pouvez en faire diffusion. Je vais consulter mes collègues, mais il y aura pas de souci D'accord, il n'y a pas de à ces souci. propos. Ouais. Donc, merci beaucoup. Merci tout le monde. Merci à vous. Allez. Et gracias, Eila, ma collègue qui est là avec la question plus technique. Donc, merci tout le monde.